je crois que dans ces réflexions sur la défense, on est, comme dans beaucoup de sujets, un petit peu trop tous le nez sur le guidon. Et je crois que quand on est sur le nez sur le guidon, on ne voit pas grand-chose. Et donc je voudrais ce matin non pas vous faire un exposé de ce que vous trouvez partout, hein, qu'est-ce qu'a été l'ancienne LPM, qu'est-ce qu'est la nouvelle LPM, quels sont les points d'incertitude, essayer de voir comment, au-delà des angoisses qu'on a, c'est sûr que pour la défense, tout ça est assez préoccupant, voilà, comment on peut commencer, pas être dans la langue de bois si on est dans la majorité pour défendre, si on est en opposition à la langue de bois pour critiquer, mais essayer de comprendre qu'est-ce que fait notre pays, à quoi sert la défense, comment on peut redémarrer, prendre du recul par rapport à l'immédiat. Je crois que c'est ce qu'on ne fait pas suffisamment. Vous avez expliqué que je m'intéressais à juste titre aux questions de défense, mais pour moi, la défense est un cas particulier de la réforme de l'État. Je crois qu'il faut bien avoir cela en tête pour comprendre, y compris ce qui se passe au sein du ministère de la Défense. Un cas particulier important, puisque dans le fond, la défense est peut-être le cœur de l'État, mais un cas parmi d'autres. Et je crois que c'est important, on y reviendra dans l'exposé, dans la réflexion que je vous propose. Alors, essayer de sortir du discours politique un petit peu manichéen, c'est ce que je vais essayer de faire. L'opposition actuelle à laquelle j'appartiens, voilà, a violemment critiqué la loi de programmation militaire, expliquant que si c'était nous, on aurait défendu la défense, qu'il ne faut pas descendre au-dessous de 1,8% du PIB si on veut une armée digne de ce nom. Tout ça était vrai. N'empêche qu'on a enclenché nous-mêmes au cours des 5 dernières années un processus sans précédent de contraction, de réduction des effectifs et de restructuration qui sont tous sauf légères. Donc la pause que risque de prendre une partie de l'opposition est peut-être sympathique, mais pas complètement crédible, me semble-t-il. Inversement, j'ai dit que effectivement, j'ai suivi les restructurations passées avec l'actuel ministre du Budget. Hein, on a travaillé ensemble pendant 5 ans avec Werner Cazeneuve, qui est le ministre du Budget actuel, qui était député maire de Cherbourg, donc lui assez tourné vers les préoccupations de la marine. Évidemment, on a vraiment bien travaillé ensemble. Voilà. Et donc Bernard, je me rappelle à l'époque, n'avait pas de mots assez durs pour dénoncer le sabordage des armées par Sarkozy et ses sbires. Voilà. Et bon, ben, ils ne reviennent pas du tout sur ces restructurations. Après tout, ils sont au pouvoir, ils ont pu les stopper, ces restructurations. Non seulement ils ne reviennent pas dessus, mais ils les actent et ils proposent d'aller plus loin. Et d'aller vraiment plus loin, pour le coup, de façon, je ne sais pas si c'est injuste, mais en tout cas, ils mettent spécialement l'accent sur la défense, puisque l'effort de réduction des effectifs aujourd'hui au sein des ministères, il était partagé peut-être mécaniquement un peu partout avant, du temps de l'ancienne majorité. Aujourd'hui, il porte principalement la déflation des effectifs sur la défense, ce qui est absolument incontestable. Voilà, donc ça c'est la mousse qu'on va entendre pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se prépare et qu'est-ce qu'on peut déduire à la fois de ce qui se prépare et de l'évolution passée? Je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu là-dessus. Ce qui se prépare, et je ne vais pas faire de l'anti-gouvernement primaire, parce qu'en plus j'ai plutôt de la sympathie, de l'admiration pour Jean-Yves Le Drian, qui est un type sympathique, qui connaît bien la défense, qui s'est battu face à Bercy de façon sérieuse. Donc c'est pas une critique du ministre, puisque les évolutions, elles sont enclenchées depuis très longtemps. C'est ça qu'il faut voir. Les gens très politisés accusent tel ou tel parti, tel ou tel homme, et je vais vous faire comprendre que ces mécanismes collectifs qui sont enclenchés depuis très longtemps, quels que soient les hommes. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc je pense que le ministre est un ministre qui cherche à défendre ses armées, mais que je ne crois pas au discours qui est tenu actuellement, pas plus qu'il y a 5 ans,
sur l'idée, voilà, on a une loi de programmation militaire très rigoureuse, mais les autres vous ont vendu une loi de programmation militaire rigoureuse, puis ils ne l'ont pas complètement tenue. Nous, c'est difficile, c'est ça qu'il dit. Qu'il soit sincère dans le désir de tenir, je n'ai aucun doute. Voilà, je ne pense pas que c'est un cynique qui ment. Je pense qu'il est totalement sincère dans le désir de tenir et qu'il a résisté le plus possible à Bercy. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de mécaniques qui font que ça ne tiendra pas. Ça ne pourra pas tenir, quel que soit le désir que l'on a en la matière. Qu'est-ce qui fait, quelles sont les fragilités de cette future loi de programmation militaire? On a une fragilité qui est pas mal sortie, effectivement, dans tous les journaux. C'est effectivement qu'on sait très bien qu'on est très dépendant d'une vente de Rafale à court terme. Enfin, à court terme. Printemps, il faudrait que ce soit fait avant l'été 2014. Si on vend des Rafales avant l'été 2014, ça tient. Sinon, comment on compense Dassault? Alors, je crois qu'il y a déjà des discussions avec Dassault pour envisager une solution de continuité, même s'il n'y avait pas de vente tout de suite. C'est quand même un point de fragilité assez lourd dans l'équilibre global. Il y a un autre point de fragilité, mais là aussi, je le dis sans agressivité, puisque nous-mêmes, on a enclenché le processus, c'est ce qu'on appelle les recettes extra-budgétaires ou exceptionnelles. Alors, il y a deux questions qui se posent, qui doivent être de l'ordre, je n'ai pas de mémoire des chiffres, mais c'est dans les 7 milliards quand même, c'est pas rien. Oui, mon assistant me confirme, c'est voilà, 7 milliards, ce qui est quand même pas rien. Sur un budget déjà contracté, 7 milliards de moins, ça serait assez préoccupant. Qu'est-ce qui font qu'elles sont problématiques, ces recettes exceptionnelles? Premier aspect des choses, c'est que est-ce qu'elles vont arriver au moment voulu, à la hauteur que l'on souhaite? Alors, vous savez qu'il y a une fréquence, il y a les recettes de vente de biens immobiliers. L'immobilier, c'est la galère depuis le début. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, ça serait miraculeusement formidable, ça s'accélérait. Donc voilà, je suis très perplexe sur l'immobilier. Les fréquences, ça marche souvent à hauteur prévue et même peut-être plutôt mieux, mais il est déjà acquis, je ne donne pas un scoop puisque le ministre le reconnaît lui-même, qu'elles ne seront pas là pour 2015 et 2016. Elles viendront assurément. C'est pas de la polémique que je fais, c'est le ministre dit lui-même. On est en train de réfléchir pour anticiper le fait qu'elles ne seront là sans doute que plus tard, fin 2016, début 2017. Donc vous voyez, il y a un point aussi, il y a une mécanique. Et vous voyez, quand vous montez une mécanique comme ça, vous êtes dépendant de Bercy de façon absolument incroyable. Il y a un point de fragilité gigantesque. Et puis l'autre aspect qui est très compliqué, vous auriez dû interroger Biet Charton là-dessus, parce que je crois que vous l'avez vu récemment, c'est que, en fait, dans les recettes, je ne suis pas du tout budgétaire, mais les recettes exceptionnelles, arriver à les faire consommer au bon moment sur le bon truc, c'est une gymnastique budgétaire absolument insensée, et c'est surtout une gymnastique budgétaire qui vous met totalement dans la main de Bercy. Parce qu'en réalité, c'est limite du point de vue du droit budgétaire, de la technique budgétaire. Donc vous pouvez toujours avoir un type de la Cour des comptes ou un type de Bercy qui dit « Oh là là, mais c'est pas légal ce qu'on nous demande, c'est pas, etc. » Donc il y a une fragilité juridique gigantesque qui fait que si Bercy veut reprendre un bras de fer avec le ministre de la Défense, ils ont tous les arguments pour ne pas verser, pour verser un peu moins, pour verser plus tard, voilà. Donc il y a un très grand risque sur cela. Après, il y a d'autres points qui sont les OPEX, évidemment. Alors, chaque gouvernement dit qu'il va faire baisser le niveau des OPEX, et le monde étant ce qu'il est, et la confiance des présidents étant ce qu'elle est dans nos armées, nos armées sont sollicitées assez régulièrement. Voilà, on se retire un petit peu du Mali, mais on comprend qu'on
va se mettre en Centrafrique. L'Afghanistan, c'est plus long que prévu, puis des tas de choses. Donc on a retiré, vous savez que les OPEX sont financés de deux manières. Je ne sais pas si c'est acquis pour tout le monde ou pas. Il y a une part budgétaire qui a été un long combat. Hein. Il y a 10-12 ans, quasiment, les OPEX n'étaient quasiment pas budgétés dans la loi de finances initiale. Petit à petit, année après année, on a réussi à financer les OPEX à hauteur de... On a dû monter à 600 millions. Je pense qu'on est monté à 650 millions par là, ce qui était pas mal. Ce qui fait que le reste à couvrir était finalement de 300-400 millions à se partager entre les autres ministères, et c'était à peu près gérable. On redescend maintenant à 420, 450, je ne sais plus très bien, à 470. Et donc ça veut dire qu'on repart de 200 millions à la baisse. Ça veut dire que tout ce qui va aller au-delà des 400 millions, les OPEX, je pense qu'on y sera, sera discuté en fin d'année de façon interministérielle. Donc là, vous voyez le poids là aussi de Bercy. Si Bercy donne le feu vert, si le président exige absolument que ça se fasse comme ça, ou si c'est-à-dire le budget de la défense va se jouer dans les dernières semaines de décembre tous les ans, avec là aussi une fragilité très forte. Autre point de fragilité, la déflation qui est prévue des effectifs, elle est assez forte. Quand vous interrogez les chefs d'état-major, alors ça fait partie du rôle de défense de la boutique, mais je pense que ça finit par devenir un petit peu vrai, ils vous expliquent que ça devient de plus en plus difficile à exécuter cette déflation. Donc est-ce qu'on ne va pas buter sur les limites d'un système? Et puis l'autre aspect des choses, c'était une critique d'ailleurs que la gauche faisait pas mal à la RGPP et à la réforme précédente du gouvernement. L'autre critique, c'est qu'on a beaucoup déflaté pour finalement très peu d'économies. C'est-à-dire la déflation n'amène pas des économies parce qu'il faut le pécule, parce qu'il faut des tas de choses qui renchérissent le coût en fait. Donc la déflation rapporte moins que prévu. Si la déflation rapporte moins que prévu, bon, c'est encore du 146, c'est encore des équipements en moins, tout ça. Donc ça, c'est un point de fragilité très très lourd dans les années à venir. Et le pire, pour vous donner le moral, le pire, c'est évidemment la situation économique de la France, européenne et mondiale. Imaginons que ça ne dérape sur aucun des points que je viens d'indiquer. Tout cela suppose un niveau de croissance sur lequel on s'ignorait tous, mais qu'on n'est pas complètement sûr d'atteindre. Si effectivement, dans 2 ans, la France est à 2-3% de croissance, tout va bien. Si on est dans la quasi-stagnation dans laquelle apparemment on se trouve, ou pire, si la crise économique redémarre ici ou là, tout ce que je vous ai dit vole en éclats en 3 jours. Donc, on est extrêmement dépendant aussi de la croissance. On parle d'une hypothèse plutôt optimiste pour tenir le schéma. Autre aspect des choses, vous savez que le cadre budgétaire tient à peu près correctement en France, parce que la France arrive à emprunter un niveau assez satisfaisant sur les marchés. Si par hasard, à tort ou à raison, les investisseurs ont un petit peu moins confiance dans la signature de la France, c'est très vite, hein, j'ai plus les chiffres en tête, je crois que... mais l'augmentation de 0,01%, quasiment, ça se chiffre en milliards, hein, c'est gigantesque. Donc là, le schéma, il explose aussi, le schéma global budgétaire dans lequel est inscrite la LPM, explose si on emprunte un petit peu plus cher. Là aussi, tous les économistes qui se gourent d'ailleurs, en général ils se gourent, donc c'est peut-être une fausse truc, mais apparemment tous les économistes vous disent qu'on ne pourra pas continuer durablement emprunter à ce niveau-là. Donc il y a une faiblesse intrinsèque. Donc je ne vous dis pas ça pour vous désespérer, mais je vous dis que je crois très sincèrement, sans polémique, on peut malheureusement expliquer que le schéma difficile dans lequel on est, il est d'ores et déjà
pas complètement tenu.